J'ai laissé mes parents emménager chez moi pour essayer de les aider. Mais d'une manière ou d'une autre, ma mère s'est convaincue que la maison lui appartenait et a essayé de me mettre dehors de chez moi. Alors j'ai tenu bon et elle a appris que cela n'a jamais été à elle de la prendre. Je m'appelle Erika Monsieur Dempsey. J'ai 34 ans. Et le moment où j'ai réalisé que ma propre mère essayait de me prendre ma maison a été le moment où quelque chose a finalement craqué en moi. Il y a des années, j'ai eu de la chance. Pas le genre de chance qui vous tombe tout cuit dans le bec, mais le genre pour lequel vous travaillez dur jusqu'à ce que vos mains fassent mal et que votre esprit refuse d'abandonner. Le marché immobilier s'est effondré. Et d'une manière ou d'une autre, après des années d'économie et à dire non à tout ce qui était amusant, j'ai réussi à acheter une petite maison pour débuter par moi-même. Pas de garant, pas d'aide, juste moi. Ce n'était rien de spécial. 2 chambres, une salle de bain, une petite cour qui paraissait plus grande sur les photos qu'elle ne l'était en réalité, mais c'était à moi. Complètement à moi. J'y ai vécu pendant près d'une décennie, construisant ma vie pièce par pièce. Des matins calmes, de longues journées de travail, des soirées où le silence semblait mérité et non solitaire. C'était la stabilité. C'était le contrôle. C'était quelque chose que personne ne pouvait m'enlever. Puis j'ai rencontré Daniel. Il était stable d'une manière qui semblait sûre, réfléchie, ancrée. Le genre d'homme qui n'essayait pas de prendre le contrôle de votre vie, mais qui la rendait discrètement meilleure juste en y étant. Au bout de quelques années, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure, quelque chose de plus grand, quelque chose dans lequel nous pourrions grandir ensemble. Nous avons mis notre argent en commun, acheté un nouvel endroit et j'ai gardé mon ancienne maison. Pas pour des raisons sentimentales, pas vraiment. C'était pratique, un atout, un plan de secours, peut-être une location un jour. C'est à ce moment-là que mes parents sont entrés en scène. Ils n'avaient jamais vraiment été stables financièrement. En grandissant, nous avons déménagé plus de fois que je ne pouvais compter. Des locations que nous ne pouvions pas nous permettre, des propriétaires qui perdaient patience, des promesses qui n'aboutissaient jamais vraiment et finalement la saisie qui a pris le dernier endroit qu'ils appelaient leur maison. Après cela, ils sont restés coincés dans une toute petite location, s'en sortant à peine. La santé de mon père déclinait et après 36 ans de travail physiquement exigeant, il a finalement pris sa retraite. Ma mère n'avait jamais travaillé, donc tout reposait sur ses revenus de retraite limités. Ensuite, les conversations ont commencé. Au début, c'était des commentaires subtils sur combien il était épuisant de déménager si souvent, à quel point ce serait bien d'avoir quelque chose de stable, comment ma petite maison serait parfaite pour eux, facile à entretenir, confortable. Je savais où cela menait avant même qu'ils ne le disent. Ils voulaient emménager. La première fois que ma mère l'a suggéré, elle n'a même pas mentionné le loyer. Elle a juste souri et dit, ce serait bien d'avoir enfin un endroit qui ressemble à une vraie maison. Ce fut mon premier signal d'alarme. J'ai immédiatement rejeté cette idée. Je n'étais pas sur le point de laisser quiconque, même mes parents, vivre gratuitement dans une maison que j'avais travaillé toute ma vie d'adulte pour posséder. Mais je n'étais pas sans cœur non plus. J'ai donc proposé un accord bien en dessous du loyer du marché, le strict minimum, juste assez pour couvrir les taxes et l'assurance, environ $350 par mois. Ce n'était pratiquement rien. Au début, ils ont hésité. Puis, sortis de nulle part, ils ont touché un héritage. Pas un petit en plus, un montant à 6 chiffres. Ma mère m'a appelé pratiquement rayonnante au téléphone en disant qu'ils avaient enfin leur chance. Et puis elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Nous pouvons enfin finir de payer ta maison. Je me souviens avoir fait une pause car ma maison était déjà payée. Mais je ne l'ai pas corrigée. Pas complètement. J'ai juste expliqué que s'ils voulaient utiliser une partie de cet argent à l'avance comme loyer, nous pourrions trouver un arrangement. Nous avons rédigé un bail, un vrai, notarié. Chaque détail clairement expliqué. Ils étaient des locataires. J'étais la propriétaire. Aucune confusion. Aucune zone d'ombre. Ils l'ont signé et pendant un certain temps, tout a semblé aller bien. Mais en y repensant maintenant, c'est le moment où tout a commencé à basculer. Parce que presque immédiatement, ma mère a commencé à parler de la maison comme si elle lui appartenait. Elle mentionnait le fait de redécorer, de planter tout un jardin, de réparer des choses. Au début, cela semblait inoffensif, juste quelqu'un qui essayait de faire en sorte qu'un endroit se sente comme chez soi. Je n'y ai pas beaucoup pensé.
Je me suis dit que c'était normal, que je réfléchissais trop, qu'elle ne croyait pas vraiment ce qu'elle semblait croire. Mais il y a eu des moments, de petits moments, qui ne semblaient pas justes. La façon dont elle disait notre maison au lieu de ta maison. La façon dont elle parlait de projets à long terme sans jamais me mentionner. La façon dont elle agissait comme si je n'étais impliqué que temporairement. Je l'ai ignoré car y faire face semblait ridicule. Car qui suppose que sa propre mère se convainc lentement qu'elle possède quelque chose qui, légalement, clairement et indéniablement, ne lui appartient pas? J'ai laissé couler. Et ce fut ma première véritable erreur. Car quelques années plus tard, il a suffi de $3 pour que tout se transforme en guerre. Pendant les premières années, je me suis dit que l'arrangement fonctionnait. Je ne gagnais pas vraiment d'argent avec la maison, pas même près de ce que j'aurais pu obtenir d'un locataire normal, mais cela n'avait jamais été le but. C'était la famille, mes parents. Je pensais que les aider de cette façon était la chose décente à faire. Daniel me demandait parfois si j'étais sûr que la situation était saine, et non pas injuste. Saine, c'était son mot. Il avait une façon d'entendre la partie d'une histoire que j'essayais de ne pas dire à voix haute. Et à chaque fois, je lui donnais la même réponse. Tout va bien. Ma mère aime parler pour ne rien dire, mais elle sait que c'est ma maison. Je l'ai dit tellement de fois que j'y ai presque cru. Puis l'assurance a augmenté. Pas de beaucoup, à peine assez pour avoir de l'importance. Quand j'ai fait les calculs, leur paiement mensuel devait augmenter de $3. Juste 3. Cela semblait presque stupide d'en parler, mais je n'allais pas commencer à absorber silencieusement chaque changement tout en faisant semblant que le bail n'existait pas. Alors, j'ai appelé ma mère. J'ai gardé une voix légère, calme. Et, juste pour te prévenir. L'assurance a un peu augmenté, donc le loyer va augmenter de $3 le mois prochain. Il y a eu un silence au bout du fil, un silence étrange, pas de la confusion, ni même de la contrariété. Cela semblait plus lourd que cela, comme si quelque chose de sombre venait de se réveiller. Puis elle a explosé. Pas une frustration normale, pas le genre d'irritation que quelqu'un a face à une dépense imprévue. Je veux dire, une attaque complète, fulgurante et pleine de venin, qui m'a frappé si fort que j'ai littéralement éloigné le téléphone de mon oreille. Elle a commencé à me traiter de cupide. A dit que je les pressais comme des citrons. A dit que je profitais de 2 personnes âgées qui avaient tout fait pour moi. Sa voix n'a cessé de monter jusqu'à ce qu'elle ressemble moins à de la colère et plus à de la panique enveloppée de rage. Je suis resté là, stupéfaite, essayant de comprendre comment nous étions passés de $3 à cela. Je lui ai rappelé doucement au début que l'augmentation correspondait à l'ajustement de l'assurance. C'était tout. Rien de caché, rien de personnel, juste des mathématiques. Elle m'a coupé. Nous avons payé cette maison. Nous y avons mis de l'argent. Et maintenant, tu penses que tu peux simplement continuer à augmenter les choses quand tu le souhaites. C'était la première fois qu'elle le disait aussi directement. Pas sous-entendu, pas suggéré, revendiqué. J'ai senti quelque chose de froid me traverser. Car les mots eux-mêmes étaient ridicules, mais la certitude derrière eux était pire. Elle ne testait pas une limite. Elle y croyait. Je lui ai dit, non, maman. Tu n'as pas payé ma maison. Tu as payé un loyer d'avance. C'était l'accord. C'est écrit. Elle a ri, non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce qu'elle pensait que je l'insultais. Puis est venue la vague suivante. Comment elle avait planté des fleurs. Comment elle avait peint la boîte aux lettres. Comment elle avait transformé cet endroit en un foyer. Comme si disperser des pétunias près du porche réécrivait d'une manière ou d'une autre les registres fonciers du comté, comme si un pot de peinture faisait d'elle une propriétaire. Plus elle parlait, moins cela ressemblait à une dispute pour $3, et plus cela ressemblait à une femme défendant un territoire qu'elle avait déjà revendiqué dans son esprit. Je lui ai demandé, es-tu vraiment en train de dire que tu penses que cette maison t'appartient? Et elle a répondu sans hésitation, un juge comprendrait ce que nous y avons investi. C'est à ce moment-là que l'atmosphère a changé pour moi. Jusque-là, certaines parties de moi essayaient encore de présenter cela comme l'une de ces tempêtes émotionnelles. Temporaire, bruyante, irrationnelle, mais surmontable. C'était différent. C'était délibéré. Elle imaginait déjà des salles d'audience, des arguments, des preuves.
Elle avait construit une version complète de la réalité où elle était la partie lésée et j'étais la fille essayant de la dépouiller de ce qu'elle avait gagné. Je me souviens avoir fixé le mur pendant qu'elle continuait, mon cœur battant plus fort à chaque phrase. Elle m'a traité d'ingrate. A dit que je les humiliais. A dit qu'aucune fille décente ne ferait cela à ses parents. Et en arrière-plan, je pouvais entendre mon père, ne me défendant pas, ne la corrigeant pas, juste là, silencieux, respirant, la laissant tout dire. Cela m'a blessé plus que je ne l'aurais cru car mon père s'était toujours caché derrière le silence. En grandissant, la voix de ma mère remplissait chaque pièce, chaque décision, chaque dispute. Il survivait en devenant silencieux. Mais l'entendre le faire maintenant. L'entendre se tenir là pendant qu'elle essayait de transformer ma propre propriété en un héritage imaginaire a durci quelque chose en moi. J'ai dit encore une fois lentement. Le bail est notarié. Je suis la seule personne sur l'acte de propriété. Il n'y a aucune confusion ici. Ma mère a répliqué instantanément. Les mener à la baguette? C'est comme ça qu'elle l'appelait. Après des années à ne presque rien leur faire payer, après leur avoir donné une sécurité qu'ils n'avaient jamais pu construire pour eux-mêmes, après les avoir protégés de l'instabilité qui avait défini la majeure partie de mon enfance. C'était moi qui les menais à la baguette. Quand l'appel s'est finalement terminé, je suis restée assise là en silence, mon téléphone toujours à la main, Daniel se tenant dans l'embrasure de la porte de la cuisine, observant mon visage. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il savait déjà que c'était grave. Il a seulement demandé doucement, jusqu'où est-elle prête à aller? Je l'ai regardé et pour la première fois j'ai répondu honnêtement, plus loin que je ne le pensais. Car cet appel a été mon moment de prise de conscience. Il n'a jamais été question des $3. Il était question de contrôle, de droits perçus, de ma mère décidant que si elle vivait dans quelque chose assez longtemps, y touchait assez, en parlait assez, alors cela devenait à elle. Et au fond de moi, je savais que ce n'était pas l'explosion finale. C'était le début. Je pensais qu'elle allait se calmer. Ce fut ma deuxième erreur. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé avant même que je ne sorte du lit. Un texto de ma mère, puis un autre, et encore un autre. Au moment où j'ai ouvert le premier, il y en avait déjà 6 en attente. Chacun plus long que le précédent, plus dramatique, plus accusateur. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu n'aurais même pas cette maison si ce n'était pas pour nous. Vas-tu vraiment jeter tes propres parents à la rue pour de l'argent? Je fixais l'écran, ma poitrine se serrant à chaque message. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était de la stratégie. Chaque ligne soigneusement conçue pour me faire culpabiliser, pour déformer le récit jusqu'à ce que je ressemble à la méchante de ma propre histoire. Daniel a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule pendant que je lisais. Il n'a rien dit au début, mais j'ai senti sa main se poser doucement sur mon dos, m'ancrant dans la réalité. Elle ne parle pas de $3, a-t-il dit finalement. Je sais, ai-je chuchoté. À la mi-journée, les textos se sont transformés en appels. J'en ai ignoré la plupart, non pas pour les fuir, mais parce que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. À chaque fois que je répondais, cela tournait à la même chose. Sa voix aiguë et implacable, tournant autour des mêmes arguments, répétant les mêmes accusations. Puis mon père a appelé. Cela seul m'a indiqué que quelque chose avait changé. Il n'appelait jamais à moins qu'elle ne le pousse à le faire. J'ai répondu. Sa voix était plus calme que la sienne, mais il y avait une tension sous-jacente. Ta mère est juste stressée, a-t-il dit. Tu sais comment elle est. Peut-être que tu devrais juste l'écouter. J'ai failli rire. L'écouter? Je l'écoutais depuis des jours. Elle a l'impression que tu profites de nous, a-t-il ajouté. C'est à ce moment-là que l'irritation m'a frappé de plein fouet. Profiter, ai-je répété. Papa, vous payez une fraction de ce que n'importe qui d'autre paierait. Je couvre le reste depuis des années. Il a hésité juste une seconde, puis a dit, nous voulons juste de la transparence. De la transparence? Comme si je dirigeais une sorte d'arnaque, comme si je leur cachais des bénéfices, comme si je n'étais pas leur fille qui s'était pliée en 4 pour s'assurer qu'ils aient un endroit stable où vivre. Quelque chose en moi a basculé vers la clarté. Alors prenez un avocat, ai-je dit d'un ton neutre. Il y a eu un silence à l'autre bout. Si tu penses qu'il y a quelque chose d'anormal ici, ai-je continué, ma voix maintenant assurée.
Si tu crois vraiment que je fais quelque chose d'injuste, alors parlez à un avocat. Demandez-lui de vous l'expliquer. Je ne l'ai pas dit pour envenimer les choses. Je l'ai dit parce que je pensais que cela y mettrait fin. Car toute personne rationnelle, une fois confrontée à la réalité juridique concrète, réaliserait à quel point tout cela était ridicule. Je l'avais encore sous-estimé. Au lieu de reculer, ma mère l'a pris comme un défi. En quelques heures, elle m'envoyait des textos sur les options légales, sur la connaissance de ses droits, sur la façon dont un juge verrait la vérité une fois que tout serait exposé. J'ai fixé mon téléphone avec incrédulité. Tout cela pour $3. Non, pas pour $3. Pour le contrôle. C'est alors que les exigences ont commencé. Elle voulait voir chaque facture, chaque document, chaque charge, une ventilation complète de tout ce qu'il payait. Elle m'a accusé de gonfler les chiffres, de cacher des coûts, d'essayer de leur soutirer de l'argent supplémentaire. Et mon père l'a soutenu. Nous voulons juste comprendre, a-t-il dit. Alors j'ai tout envoyé. Taxe foncière, relevé d'assurance, clair, simple, direct. Pas de ruse, pas de frais cachés, juste les faits. Je pensais que cela réglerait la question. Ce ne fut pas le cas. Au contraire, cela a empiré les choses car maintenant elle avait quelque chose à disséquer. Chaque ligne devenait une question. Chaque nombre devenait suspect. Elle a commencé à m'envoyer des messages à des heures aléatoires pour me demander pourquoi l'assurance avait augmenté, pourquoi je n'avais pas changé de fournisseur, pourquoi les taxes foncières étaient ce qu'elles étaient. C'était comme si elle s'était transformée en une enquêtrice déterminée à prouver que je faisais quelque chose de mal. Et le plus étrange, c'est qu'elle ne me traitait plus comme sa fille. Elle me traitait comme une adversaire, comme quelqu'un qu'elle devait déjouer. Après 3 jours de messages constants, d'accusations constantes, de pression constante, j'ai craqué. Je l'ai appelée. Écoute attentivement, ai-je dit, la coupant avant qu'elle ne puisse commencer. Je ne gagne pas d'argent sur votre dos. Loin de là. Vous vivez là-bas pour moins de la moitié de ce que je pourrais facturer à n'importe qui d'autre. Elle a essayé de m'interrompre. Je ne l'ai pas laissé faire. Si la situation ne vous plaît pas, ai-je continué, ma voix plus tranchante maintenant. Vous êtes libre de partir. Le silence qui a suivi était lourd. Pas choqué, offensé. Comment oses-tu, a-t-elle finalement dit, sa voix basse et dangereuse. Tu vas nous jeter dehors comme des étrangers. Non, ai-je répondu. Je vous rappelle que vous êtes des locataires. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Son ton a complètement changé. Froid, contrôlé, concentré. Très bien, a-t-elle dit. Si tu veux nous traiter comme des locataires, alors ne t'attends pas à ce que nous restions assis ici tranquillement. Nous allons montrer à un juge tout ce que nous avons fait pour cette maison. C'était là. Pas une émotion, une menace. Elle a recommencé à énumérer des choses. Le jardin, la boîte aux lettres, des réparations mineures, de petits changements esthétiques qui ne signifiaient rien légalement, mais qui dans son esprit s'additionnaient pour former quelque chose de beaucoup plus grand. La propriété. J'ai senti ma patience craquer définitivement. Vous avez signé un bail, ai-je dit lentement. Vous êtes des locataires. Je suis la propriétaire. Ce n'est pas sujet à débat. Nous vivons ici depuis des années, a-t-elle rétorqué. C'est notre foyer. Encore ce mot. Notre. J'ai fermé les yeux une seconde, pour me calmer. Si tu penses vraiment que tu as un dossier solide, ai-je dit, vas-y, poursuis-moi en justice. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas discuté. J'ai juste arrêté de jouer le jeu. Et pendant un instant, juste un instant, j'ai pensé que cela allait peut-être la faire réagir. Mais mon père est encore intervenu. Peut-être que nous pouvons nous asseoir, a-t-il dit. En parler. Trouver une sorte de compromis. Normalement, j'aurais dit oui. Normalement, j'aurais essayé, mais quelque chose avait changé en moi. Il n'y avait pas de compromis possible ici. Il n'y avait pas de juste milieu entre la réalité et l'illusion. Soit vous payez le loyer, ai-je dit, soit vous déménagez. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Définitif, immuable. Et pour la première fois, je pense qu'ils ont réalisé que je ne bluffais pas. Après cela, tout est devenu silencieux. Pas de texto,
pas d'appel, rien. Et pendant un bref instant, je me suis permis de croire que c'était fini. Mais au fond de moi, je savais que c'était faux car ma mère ne laissait jamais tomber les choses. Elle attendait, simplement. Et quand elle le faisait, cela signifiait qu'elle préparait quelque chose de pire. Le silence a duré juste assez longtemps pour sembler contre nature. Quelques jours ont passé sans rien. Pas d'appel, pas de message, pas de texto passif-agressif dégoulinant de culpabilité. Cela aurait dû ressembler à un soulagement, mais au lieu de cela, cela ressemblait à une pression s'accumulant derrière une porte fermée. Puis mon père a appelé. Sa voix était tendue, contrôlée d'une manière qui m'a immédiatement dit que ce n'était pas fortuit. Nous devrions nous voir, a-t-il dit. Face à face, discuter de cela comme des adultes. Cela ne ressemblait pas à une demande. Cela ressemblait à un piège. Daniel m'a observé pendant que j'écoutais, son expression indéchiffrable, mais alerte. Quand j'ai raccroché, il a posé une question simple. Veux-tu y aller? Non. Tout mon instinct me disait non. Mais j'y suis allé quand même. Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit restaurant pas très loin de la maison. Un terrain neutre. Assez public pour empêcher que les choses ne dégénèrent trop. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit. Au moment où je suis entré, je les ai vus. Ma mère était déjà assise dans une cabine, les bras croisés fermement sur sa poitrine, sa posture rigide, comme si elle avait attendu ce moment. Mon père était assis en face d'elle, fixant le menu comme s'il pouvait le sauver de ce qui allait se passer. Je me suis glissé sur le siège en face d'eux. « Salut », ai-je dit. C'est à peine sorti de ma bouche avant qu'elle ne commence. « Je ne peux pas croire que nous en soyons arrivés là », a-t-elle dit, sa voix s'élevant déjà. « Je ne peux pas croire que tu fasses toute une histoire pour quelque chose d'aussi petit. C'est ainsi que tu traites les personnes qui t'ont élevé. » C'était ça. Pas une conversation, une performance. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé prendre de l'élan. Elle a continué sur le sacrifice, sur le fait qu'ils avaient toujours été là pour moi, sur le fait que la maison était censée être leur refuge maintenant qu'ils étaient plus âgés. Elle parlait comme si elle prononçait un discours, pas comme si elle avait une discussion. Et je suis resté assise là à écouter, sentant quelque chose en moi se détacher lentement, car rien de tout cela ne concernait plus la réalité. Il s'agissait de la réécrire. Quand elle a finalement fait une pause pour respirer, je me suis légèrement penché en avant. « Maman », ai-je dit calmement. « Ce n'est pas ta maison. » Son visage a changé instantanément. « Tu as signé un bail », ai-je continué. « Vous êtes en location. Je ne fais pas ça pour te blesser. Je fais ça parce que c'est la seule façon de garder les choses équitables. » Équitable. Ce mot a frappé plus fort que je ne l'espérais. Car l'équité n'avait jamais vraiment existé dans ma famille. Il s'agissait toujours de maintenir la paix, de céder juste assez pour éviter les conflits, de lui faciliter les choses, même quand cela me compliquait les choses. Mais pas cette fois. Mon père est intervenu avant qu'elle ne puisse répondre. « Eh bien, ne peux-tu pas comprendre ce qu'elle ressent » a-t-il dit, sa voix plus douce, mais portant toujours cette même tension. Ce n'est pas une question de montant. C'est une question d'être traités comme des étrangers. Je me suis tourné vers lui. « Vous étiez d'accord avec cela ?» ai-je dit. Vous l'étiez tous les deux. Ce n'est pas une question de sentiment. C'est un accord légal. À la seconde où j'ai prononcé le mot légal, ma mère a craqué. Oh, alors maintenant nous ne sommes plus que des contrats et de la paperasse, a-t-elle rétorqué. C'est tout ce que nous sommes pour toi. Non, ai-je dit, gardant ma voix ferme. C'est ce qui empêche cette situation de se transformer exactement en ce en quoi elle est en train de se transformer. Cela aurait dû être la fin. Mais au lieu de cela, elle a changé de tactique. Soudain, nous ne parlions plus de la maison. Nous parlions de mon enfance. Toutes ces années où nous avons pris soin de toi, a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Toutes les choses auxquelles nous avons renoncé. Te souviens-tu de tout cela? Bien sûr que je m'en souvenais. Chaque sacrifice, chaque lutte, chaque foyer instable, chaque fois que les choses s'effondraient et que nous devions recommencer à zéro dans un nouvel endroit. Je me souvenais de tout. Et pendant une seconde, juste une seconde, je l'ai ressenti. La culpabilité, l'attraction, le vieil instinct de plier,
de rendre les choses plus faciles, de tout réparer. Mais ensuite je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée, et j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Elle ne se souvenait pas du passé. Elle s'en servait comme d'une arme. Je n'oublie rien, ai-je dit doucement. Mais cela ne veut pas dire que je vous dois ma maison. Les mots ont atterri plus lourdement que tout ce que j'avais pu dire d'autre. Vous ne payez presque rien pour vivre là-bas, ai-je continué. Je pourrais louer cet endroit pour 3 ou 4 fois ce que vous payez. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de principe. Encore ce mot, principe. Et juste comme ça, elle a fait volte-face. Tu es avare, a-t-elle lâché. Tu ne te soucies que de l'argent. C'était comme regarder quelqu'un suivre un scénario. Les mêmes accusations, le même ton, le même refus d'entendre réellement ce que je disais. Puis mon père a repris la parole, mais cette fois quelque chose était différent. Eh bien, a-t-il dit lentement. Peut-être devrions-nous regarder ce que nous avons réellement investi dans la maison. Peut-être devrions-nous faire évaluer cela par quelqu'un. Je me suis figé. Je me suis vraiment figé car ce n'était plus passif. C'était actif. C'était lui qui entrait dans sa version de la réalité et aidait à la construire. Tu es sérieux, ai-je demandé en le dévisageant. Il n'a pas croisé mon regard. Et c'est là que j'ai compris. Ils y croyaient tous les deux. Pas seulement ma mère. Tous les deux. Ils pensaient sincèrement avoir une sorte de droit, que le temps qu'ils y avaient passé, les petites choses qu'ils avaient faites se traduisaient d'une manière ou d'une autre en propriété, en droit. Je me suis adossé dans la cabine, prenant une lente inspiration. Vous êtes des locataires, ai-je dit, en les regardant tous les deux maintenant. Il n'y a rien de plus à dire. Mon père a marmonné à nouveau quelque chose sur l'équité. Ma mère a recommencé à m'accuser de profiter d'eux. Et soudain, cela m'a semblé inutile, comme si j'essayais d'expliquer la gravité à quelqu'un qui avait déjà décidé qu'il pouvait voler. Alors j'ai arrêté d'essayer. Si cela ne vous plaît pas, ai-je dit d'une voix neutre. Maintenant vous pouvez partir. Silence. Épais, lourd, définitif. Vous n'êtes pas obligé de rester là-bas, ai-je continué. Mais vous n'avez pas le droit de rester là-bas et d'agir comme si vous en étiez propriétaire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Aucun d'eux n'a parlé. Mon père fixait la table. Ma mère m'a simplement foudroyé du regard, les yeux brûlants de quelque chose qui ressemblait beaucoup à une trahison. Pas la sienne. La mienne. Car dans sa version de l'histoire, c'était moi qui avais franchi la ligne. Après un long moment, mon père a finalement dit, nous allons y réfléchir. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste ça. J'ai hoché la tête une fois, j'ai cherché dans mon sac et j'ai laissé quelques billets sur la table pour mon café. Puis je me suis levé et je suis sorti. Pas de au revoir, sans un regard en arrière. En sortant, l'air m'a semblé différent, plus léger d'une certaine manière, même si la situation en elle-même n'avait pas changé. Pour la première fois, je n'avais pas plié. Je ne m'étais pas adouci. Je n'avais pas essayé de réparer quelque chose que je n'avais pas à réparer. Mais en montant dans ma voiture, une pensée tournait en boucle dans un coin de ma tête. Ce n'était pas fini. Loin de là. Car l'expression sur le visage de ma mère quand je me suis éloigné n'était pas de la défaite. C'était du calcul. Une semaine s'est écoulée après le restaurant. Pas d'appel, pas de texto, rien. En apparence, cela ressemblait à la paix. Le genre de calme qui vous fait penser que peut-être, juste peut-être, les choses se sont finalement arrangées. Mais je savais à quoi m'en tenir. Un tel silence ne signifiait pas une résolution. Cela signifiait une préparation. Puis mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai hésité avant de répondre, me préparant déjà à une autre explosion. Mais quand j'ai décroché, sa voix m'a prise au dépourvu. Calme. Trop calme. Je pense que nous devrions nous retrouver à la maison, a-t-elle dit. Il y a quelques petites choses que nous devons revoir. Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit m'a noué l'estomac. Ce n'était pas émotionnel. Ce n'était pas réactif. Cela semblait répété. Daniel a immédiatement remarqué mon expression. Cela ne présage rien de bon, a-t-il dit doucement. C'est vrai, ai-je répondu. Quand je me suis garé devant la maison,
mon père était assis sur les marches du perron. Il avait l'air absent, agité, comme s'il avait quelque chose à dire, mais qu'il ne savait pas comment. Il a à peine croisé mon regard, il a juste fait un petit signe de tête vers la porte. Ce fut mon premier avertissement. Le second est venu au moment où je suis entré à l'intérieur. Ma mère se tenait dans le salon en tenant une épaisse pile de papier et soudain tout a pris sens. Elle n'a pas perdu de temps. J'ai fait quelques recherches, a-t-elle dit, d'un ton contrôlé, presque professionnel. Nous comprenons que la maison est à ton nom légalement, elle a prononcé ce mot comme s'il laissait un mauvais goût dans sa bouche. Mais, a-t-elle poursuivi, faisant glisser les papiers sur la table vers moi, nous avons également beaucoup investi dans ce foyer, et cela doit être reconnu. J'ai fixé la pile. Puis lentement je l'ai ramassée. La première page était une ventilation détaillée. Coût, articles détaillés, amélioration paysagère, réparation du cabanon, rénovations extérieures. J'ai tourné la page suivante. Plus de la même chose. Du terreau de jardin, de la peinture, une boîte aux lettres, un tuyau d'arrosage. J'ai vraiment cligné des yeux, pensant que je devais mal comprendre quelque chose. Mais non, elle avait tout documenté. Chaque petite chose esthétique mineure qu'elle avait jamais faite autour de la maison, et l'avait transformée en une réclamation financière. Tu plaisantes, ai-je dit à voix basse. Elle n'a pas souri. C'est ce que nous avons investi, a-t-elle dit. Et si cela va au tribunal, nous voulons nous assurer que tout est pris en compte. Le tribunal. Elle l'a dit comme si cela se produisait déjà. J'ai feuilleté le reste des pages, toutes plus ridicules les unes que les autres. Ce n'était pas juste une liste. C'était un récit, un argumentaire soigneusement construit selon lequel ils avaient tellement contribué à la maison qu'ils méritaient quelque chose en retour. La propriété, de l'argent ou les deux. J'ai posé les papiers lentement. Maman, ai-je dit, en gardant ma voix ferme. Que essaies-tu de faire exactement ici? Elle a soutenu mon regard sans hésitation. Nous nous assurons que tu comprennes la valeur de ce que nous avons fait, a-t-elle dit. Pour que tu ne penses pas pouvoir simplement nous mettre dehors sans conséquence. C'était là. Pas de la confusion, pas un malentendu, une stratégie. J'ai pris une grande inspiration, me forçant à rester calme. Vous avez signé un bail, ai-je dit. Vous êtes des locataires. Rien de tout cela ne change cela. Elle a immédiatement secoué la tête. Un juge verra les choses différemment, a-t-elle affirmé. Nous vivons ici depuis des années. Nous avons entretenu la propriété. Nous l'avons améliorée. Améliorée en plantant des fleurs. En remplaçant une boîte aux lettres. En réparant un tuyau. J'ai senti quelque chose entre l'incrédulité et l'épuisement s'installer dans ma poitrine. Quoi? Tu ne vas pas obtenir la propriété parce que tu as planté un jardin, ai-je dit platement. Ses yeux se sont plissés. Peut-être pas la propriété, a-t-elle dit. Mais une compensation. C'était là. Le vrai but. Pas la maison. L'argent. Elle n'essayait plus de me la prendre. Elle essayait de me faire payer pour le fait qu'elle y vivait. L'ironie était si tranchante qu'elle m'a presque fait rire. La même femme qui m'a obligé à commencer à payer un loyer dès l'instant où j'ai eu un travail. La même femme qui m'a dit que rien dans la vie n'était gratuit. Se tenant maintenant devant moi en s'attendant à ce que je la dédommage pour les responsabilités fondamentales d'un locataire. J'ai repoussé les papiers vers elle. Je ne vous paie pas pour faire un entretien normal, ai-je dit. Cela fait partie du fait de vivre là-bas. Cela fait partie du bail. Sa mâchoire s'est contractée. Alors peut-être que nous devrions arrêter de payer le loyer, a-t-elle dit. Les mots ont atterri comme un verre qui tombe. Tranchant, définitif, délibéré. Je l'ai fixé. Tu réalises que si vous arrêtez de payer le loyer, ai-je dit lentement. Je peux vous expulser, n'est-ce pas? Elle n'a pas bronché. Vas-y, a-t-elle dit. Voyons ce qu'un juge pensera quand nous lui montrerons tout. J. Avait l'impression de me tenir devant une étrangère. Pas ma mère, pas la personne qui m'a élevé, quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un qui était prêt à transformer cela en une bataille juridique juste pour prouver qu'elle avait raison. J'ai jeté un coup d'œil à mon père. Il était assis sur le côté, les épaules affaissées, ses yeux évitant les miens. Dis quelque chose, ai-je dit.
Il a soupiré, se frottant les mains. Ta mère a juste traversé beaucoup de choses, a-t-il marmonné. Pense-y simplement. Pense-y. C'était sa solution. Pas la logique, pas l'équité, pas la réalité. Céder, tout simplement. Je me suis redressé, la dernière once de ma patience s'épuisant finalement. Non, ai-je dit. Tous les deux m'ont regardé. Si vous voulez rester ici, ai-je continué. Vous respectez le bail. Vous payez un loyer. Vous couvrez les taxes et l'assurance. C'est tout. L'expression de ma mère a changé, quelque chose comme de l'incrédulité s'installant en elle. Et si nous ne le faisons pas? A-t-elle demandé. Alors vous partez, ai-je répondu. La pièce est devenue silencieuse. Lourde, immobile. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour décider, ai-je ajouté. Payer ce que nous avons convenu ou déménager. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait argumenter à nouveau, pousser plus loin, intensifier la situation. Mais au lieu de cela, elle m'a simplement fixé, et je l'ai vu. Pas de la défaite, pas de l'acceptation, quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid, comme si elle avait déjà 3 coups d'avance. Je n'ai pas attendu pour le découvrir. Je me suis retourné et je suis sorti. En montant dans ma voiture, mes mains tremblaient légèrement, l'adrénaline coulant toujours dans mes veines. Mais sous cela, il y avait autre chose. De la clarté. Pour la première fois depuis le début, je n'étais pas confuse. Je ne remettais pas mes choix en question. Je n'essayais pas de réparer quelque chose que je n'avais pas à réparer. J'avais tracé la ligne. Et cette fois, je ne la déplacerai pas. Mais alors que je m'éloignais, une pensée ne cessait de résonner dans mon esprit. Ce n'était pas la fin. C'était une escalade. Après cette dernière confrontation, tout est redevenu silencieux. Pas le silence inconfortable d'avant. Celui-ci semblait plus lourd, comme si quelque chose avait déjà été décidé en coulisses, et que je ne l'avais tout simplement pas encore vu. 2 semaines ont passé. Pas d'appel, pas de message, rien. Et je l'admets, une partie de moi s'est presque détendue. Daniel, non. Il m'a observé attentivement pendant ces jours-là, comme s'il attendait que la situation se dégrade. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé, il a dit doucement, les gens ne reculent pas simplement après avoir poussé aussi fort. Je sais, ai-je répondu. Mais j'espérais quand même. Puis mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai fixé l'écran pendant une seconde avant de répondre. Sa voix était à nouveau différente. Douce, contrôlée, presque agréable. Je pense que nous devrions passer à autre chose, a-t-elle dit. Je ne veux pas que nous continuions à nous battre. Trouvons simplement un compromis. Pendant un instant, je suis resté là en silence car c'était exactement ce que je voulais depuis le début. La paix. La normalité. Une version de mes parents qui ne ressemblait pas à des adversaires. Et contre mon meilleur jugement, je l'ai cru. Nous avons convenu de nous retrouver à la maison une dernière fois. Quand je me suis garé, ils étaient déjà dehors. Ma mère se tenait sur le porche, les bras relâchés le long de son corps, son expression neutre. Mon père était assis sur les marches, regardant au loin comme s'il ne voulait pas faire partie de ce qui allait se passer. L'atmosphère semblait mauvaise, trop calme. Je me suis approché lentement. D'accord, ai-je dit. Quel est le compromis? Elle n'a pas hésité. Nous avons décidé de faire un pas vers toi. C'était là, cette phrase, celle qui semblait toujours raisonnable jusqu'à ce qu'on y regarde de plus près. J'ai hoché la tête une fois, la laissant continuer. Nous comprenons que la maison est à toi. Légalement, a-t-elle répété, en insistant sur le mot comme s'il signifiait moins que tout le reste. Mais émotionnellement, c'est aussi la nôtre. Nous avons vécu ici. Nous avons construit quelque chose ici. Je n'ai pas répondu. Je savais déjà où cela menait. Alors, a-t-elle continué, la voix assurée. Nous pensons qu'il est juste que tu nous donnes une propriété partielle. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru avoir mal entendu. Tu veux quoi? Ai-je demandé. Une propriété partielle, a-t-elle répété. C'est seulement juste. Cela montre que tu apprécies tout ce que nous avons fait. J'ai laissé échapper un court soupir, secouant la tête.
Non, ai-je dit simplement. Son expression n'a pas changé. Je ne vais pas vous donner une partie de ma maison, ai-je continué. Et juste comme ça, le calme a volé en éclats. Alors nous avons fini de payer le loyer, a-t-elle lâché. C'était là, la vraie conversation. Pas de compromis, pas de juste milieu, juste une autre exigence. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et pour la première fois, je ne me sentais pas confuse. Je me sentais libéré. Si vous arrêtez de payer le loyer, ai-je dit, d'une voix ferme. Vous rompez le bail, et je vous expulserai. Elle a souri. Elle a vraiment souri. Tu ferais vraiment ça, a-t-elle demandé. Tu jetterais tes propres parents à la rue. Cette phrase, cette même phrase qu'elle avait utilisée encore et encore. Mais cette fois, elle n'a pas eu d'effet. Oui, ai-je dit. Pas d'hésitation, pas d'adoucissement, juste la vérité. Son sourire a disparu instantanément. Elle s'est relancée, me traitant d'égoïste, d'avare, d'ingrate, disant que je me souciais plus de l'argent que de la famille, que je tournais le dos aux personnes qui m'avaient élevé. Mais cela sonnait différemment maintenant. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que j'avais changé. Les mots ne collaient plus. Ils ne se transformaient plus en culpabilité, en doute ou en obligation. Ils me traversaient simplement. J'ai jeté un coup d'œil à mon père. Il a finalement parlé. Peut-être devrions-nous simplement le payer, a-t-il dit doucement. Ce n'est que $3. Au moment où il l'a dit, tout a basculé. Ma mère s'est retournée contre lui instantanément. Tu ne me soutiens jamais, a-t-elle crié. Tu prends toujours son parti. Tu es trop faible pour défendre ce qui est à nous. Ce qui est à nous, même maintenant, même après tout ça. Je les ai observés, quelque chose en moi se mettant complètement en place. Il ne s'agissait pas d'un malentendu. Il ne s'agissait pas de stress. C'était ce qu'elle était et ce qui lui permettait d'être. J'ai reculé. Vous avez jusqu'à la fin du mois, ai-je dit calmement. Payez le loyer ou déménager. Ce sont vos options. Pas d'émotion, pas de négociation, juste des faits. Ma mère m'a fixé, les yeux brûlants de colère. Mon père avait l'air fatigué, vaincu, mais je n'ai pas attendu de réponse. Je me suis retourné et je me suis éloigné. Cette fois, je n'ai pas ressenti le besoin de regarder en arrière. Quelques jours ont passé. Puis un texto de ma mère est arrivé. Très bien, nous paierons ton précieux loyer, mais ne t'attends plus à ce que nous fassions quoi que ce soit de supplémentaire dans la maison. Je l'ai lu une fois, puis encore, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri. Le supplémentaire dont elle parlait, l'entretien de base. Les mêmes choses que n'importe quel locataire ferait sans y penser à deux fois. Mais si c'était sa version de la capitulation, je l'acceptais. Ils ont payé les $3 supplémentaires. Et juste comme ça, le combat était terminé. Du moins en apparence, car j'en savais quelque chose. Elle n'avait pas changé. Elle n'avait rien accepté. Elle avait juste fait une pause. Et bien sûr, quelques jours plus tard, elle a envoyé un autre message. Long, émotionnel, plein de culpabilité, sur le fait que la famille devrait passer en premier, sur le fait que je devrais être reconnaissante, sur la façon dont je l'avais blessée. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose que j'aurais dû comprendre des années plus tôt. Tous les arguments n'ont pas besoin d'une réponse. Toutes les accusations ne méritent pas une défense. Et toutes les relations ne peuvent pas rester les mêmes une fois que l'on fixe des limites. Ils sont toujours dans la maison. Je suis toujours la méchante dans son histoire, mais pour la première fois de ma vie, je n'essaie pas de la réécrire. Je sais où je me situe. Je sais ce qui m'appartient. Et je sais que j'ai fini d'être manipulé pour donner plus que je ne le devrais car il n'a jamais été question de $3. Il s'agissait de contrôle. Et pour la première fois, je l'ai pris.